Comme beaucoup de personnes n'ayant pas eu une enfance satisfaisante car n'arrivant pas à se faire des amis, je suis atteint d'anémoïa. Un mot qui vous dit probablement rien et pourtant je suis certain qu'on l'a tous déjà expérimenté. Car l'anémoïa désigne la nostalgie d'une époque qu'on n'a pas vécue. Et même si ça peut paraître bizarre, je suis très sujet à cette sensation. En particulier sur un thème qui va vous paraître totalement random, les vieilles versions de Windows. Car même si j'ai eu mon premier PC relativement tard et que j'étais même pas né à l'époque de Windows XP, je sais pas, cet écran, entendre cette musique, c'est réconfortant. Et en effectuant des recherches sur l'histoire des anciennes versions de Windows, parce que visiblement j'ai rien de mieux à faire de ma vie, je suis tombé sur ça. Et là, mon cerveau a bugué. Parce que ce singe moche là, c'est sûrement l'un des personnages les plus mémorables de l'histoire de l'internet des années 2000. BusyBuddy. Une sorte d'assistant numérique qui était installé sur énormément de PC à l'époque. Les plus anciens d'entre vous s'en rappellent sûrement avec un peu d'émotion. Et pourtant, malgré son ancienne popularité et la quantité absurde de nostalgie qu'il éveille en moi, je n'ai jamais vu personne en parler. Pour une raison que j'ignore, Bonzi a été effacé d'internet. Alors, pour mettre fin à cette injustice, j'ai décidé d'aller effectuer quelques recherches dans le but d'en faire une vidéo, mais les choses se sont pas passées comme prévu. Au fil de mes recherches, je me suis retrouvé dans un énorme traquenard. Pour une raison simple, il y a beaucoup trop de choses à dire sur Bonzi. Sérieux, vous avez pas idée de la quantité de trucs improbables qui se cachent derrière ce mec. Des centaines de milliers de dollars d'amende, un logiciel malveillant, des enfants traumatisés et 2 affaires judiciaires. Voilà ce que j'ai découvert au cours de mes nombreuses heures de vie perdues à scroller sur des forums obscurs pour une vidéo qui fera probablement même pas 1000 vues. Ouais. Bref, aujourd'hui j'aimerais vous parler de tout ça, de l'histoire de BusyBuddy et de l'impact colossal qu'il a laissé sur internet. Mais avant de voir tout ça, pour correctement comprendre l'histoire de Bonzi et pour remplir mon job de storyteller de bas étage, il faut que je vous mette dans le contexte historique de l'époque. Alors préparez-vous à un shoot de nostalgie. On est en 1997 et à ce moment-là, le monde de l'informatique est en train d'exploser. Pour vous donner une idée, rien qu'en France, plus de 800 000 ordinateurs ont été achetés cette même année et près de la moitié des familles possèdent désormais un PC. Et c'est la même chose partout dans le monde. En gros, le secteur de la tech progresse vite, trop vite, parce qu'avec la démocratisation de l'informatique arrivent de nombreux problèmes. Faut savoir qu'à l'époque, les ordis, c'est chiant. Je veux dire, imaginez, vous êtes un gosse de 10 ans qui a jamais vu un PC de sa vie et du jour au lendemain, vous vous retrouvez devant ça. Un écran froid, vide, moche et qui fait presque un peu peur. Bref, perso, j'aurais pas attendu longtemps avant de retourner à mes activités de gosse de 10 ans. Et le souci, c'est que ce problème, on le retrouve même avec des adultes. Quand on plaçait des débutants devant un PC, il était pas rare qu'au bout de quelques minutes, ils referment calmement l'ordinateur, ennuyés et légèrement irrités par la complexité du logiciel. Ouais. Tout ça pour dire qu'à l'époque, l'informatique rebutait pas mal de monde. Et pour pallier à ça, fallait trouver un moyen de rendre les interfaces compréhensibles et attractives pour l'utilisateur moyen. Ça paraît pas ouf dit comme ça, et pourtant, qu'est-ce que ça va être compliqué. Dites-vous que le problème était tellement difficile à résoudre que des chercheurs de Stanford ont dû se pencher sur la question. J'explique. Tout part d'une étude réalisée par 2 enseignants, Byron Reeves et Clifford Nass. Ce papier de recherche va être une illumination pour les vendeurs de PC, parce qu'à travers des symboles mathématiques et des graphiques bien trop complexes que je ne vais absolument pas vous résumer, nos 2 chercheurs démontrent une chose. On s'attache plus facilement à des machines si elles possèdent des traits humains. Ce que ça veut dire, c'est que pour dire moins chiant, on doit les rendre plus chaleureux, leur donner une voix, une personnalité, bref, les rendre plus humains. Comment on fait ça ? C'est une très bonne question. Une question qui ne tardera pas à trouver une réponse, puisque quelques mois plus tard, une légende de l'informatique commence à s'intéresser à cette étude. Cette légende, il s'agit de Bill Gates. À ce moment-là, il travaille sur la création d'une nouvelle version de Windows, et lorsqu'il lit ce papier de recherche, il pète son crâne. Littéralement. Le concept d'humaniser les ordinateurs, pour lui, c'est révolutionnaire. Et pour trouver comment appliquer ce principe, Bill Gates va gamberger longtemps, très longtemps. Tellement longtemps qu'un beau jour, il parvient à trouver une solution. Son idée est simple, créer des assistants virtuels. Et là, les plus nostalgiques d'entre vous ont dû sauter de leur chaise. Parce que ce terme, il représente à lui seul toute une époque d'internet. Les assistants virtuels sont des personnages numériques qui assistent les utilisateurs dans certaines tâches informatiques, telles que l'écriture de lettres, l'envoi de mails, tout ça, bref. On ressent clairement l'inspiration de l'étude des chercheurs de Stanford. Car l'idée ici, c'est de rendre Windows plus sympathique, plus attrayant et humain, tout en guidant les personnes inexpérimentées à travers l'endroit sérieux et austère qu'est internet. Par la suite, ces assistants deviendront des figures emblématiques de Windows, plus particulièrement l'un d'entre eux, Clippy.
Je sais, vous vous attendiez à ce qu'on parle du gorille violet, mais laissez-moi vous expliquer. Pour bien comprendre la totalité de l'histoire de Bonzibuddy, c'est très important que je vous présente son prédécesseur. Alors pour le bien de cette vidéo, pour mon plaisir personnel, parce qu'au fond je fais ce que je veux, mais aussi pour pas que mon watch time ressemble à ça, je vais vous raconter l'histoire de Clippy, mais en accéléré. Bon, il apparaît à la sortie d'Office 97 avec plein d'autres assistants qui ressemblent à un cauchemar éveillé, mais bref, je m'égare. Son but est d'aider les utilisateurs à rédiger des documents et vas-y, on s'en fout finalement. La seule chose importante, c'est que, contre toute attente, Clippy ne va pas fonctionner du tout. Ça sera l'un des échecs les plus cuisants de Microsoft pour des raisons simples que je vais détailler, rapidement, parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Clippy fait peur. Très peur. Clippy est complètement con. Clippy est intrusif, en gros, Clippy est insupportable. Même chez Microsoft, personne ne l'aime, et il sera retiré de Windows en 2007. Aujourd'hui, son seul palmarès est de figurer au 3e rang des 50 pires inventions de l'histoire, où il se retrouve à côté du Segway, du Tamagotchi et des caches pour bébés. Attends quoi ? Quoi qu'il en soit, la haine vers Clippy puis sa mort vont pas être des événements si tragiques que ça. Parce que maintenant qu'on se rend compte que Clippy représente plus un concurrent de taille, plein d'autres assistants virtuels émergent pour le remplacer. Et le plus connu d'entre eux, c'est Bonzibuddy. Si je devais résumer ce logiciel en une seule phrase, je vous dirais Clippy, mais en mieux. J'explique. Bonzibuddy a été développé par les frères Joe et Jay Bonzi, que vous ne voyez pas ici pour une raison simple, il n'y a pas de photo d'eux sur internet. Le logiciel apparaît pour la première fois en 1999 sur le site de la société Bonzi Software. Pour le télécharger, il suffit de se rendre sur la page d'accueil du site et d'y inscrire son âge et quelques informations personnelles comme son adresse. Un processus bizarrement long et précis pour installer un simple gorille violet sur son PC, mais ça doit être normal pour l'époque, non? Pas vrai? Bref, une fois le logiciel téléchargé, on clique sur cette icône puis il se passe ça. Et vous voyez cette action-là? C'est précisément la raison pour laquelle Bonzi est infiniment supérieur à Clippy. En même pas une seconde, j'ai déjà envie d'être son ami. Alors qu'avec lui... non, juste non. Mais si vous pensez que c'est tout ce dont il est capable, vous vous trompez lourdement. Écoutez-moi bien, ce gorille est plus performant que n'importe quelle IA moderne. Il se balade librement sur l'écran du PC, il fait des blagues, il gère tes téléchargements internet, il parle, et il peut même jouer avec vous si jamais vous étiez un de ces enfants seuls et tristes qui essayaient de fuir une réalité trop dure à travers un monde numérique imparfait mais réconfortant. Sinon, je vous avais dit que Bonzi pouvait chanter. Daisy, give me your answer true. En fait non, oubliez, parce que la seule fonction vraiment importante du logiciel, c'est la navigation internet. Et préparez-vous, à partir de là, les choses commencent à devenir bizarres. Avec cette fonction, Bonzi se charge d'accompagner l'utilisateur sur internet, en l'orientant vers des sites correspondant à ses centres d'intérêt. Et pour connaître les centres d'intérêt des clients, comment est-ce que Bonzi s'y prend? Il se transforme en espion afin de traquer l'historique de recherche des utilisateurs dans le but de stocker leurs données personnelles. Ouais. À partir de là, les problèmes commencent. Au bout d'un moment, beaucoup de gens se rendent compte qu'il y a un truc qui cloche avec Bonzibuddy. Il arrête pas d'effectuer des actions très étranges sur des milliers d'ordinateurs. Genre, il modifie brusquement la luminosité des PC, il te redirige de force vers un certain site web, il supprime des fichiers de la barre d'outils, bref, c'est pas normal du tout. En plus de ça, il diffuse fréquemment des pop-up, des sortes de publicités qui redirigent de force l'utilisateur vers d'autres logiciels créés par les frères Bonzi. À cause de ça, de nombreux internautes commencent à devenir méfiants. Et ils ont bien raison, parce qu'à la suite de ces comportements bizarres, de nombreuses personnes analysent Bonzi et arrivent à un constat. Bonzibuddy est un spyware couplé à un adware. Des anglicismes bien trop compliqués pour moi, étant donné que durant ma scolarité, j'ai fait le terrible choix de prendre LV1 espagnol. J'étais un enfant particulier. Par conséquent, je vais vous résumer ces deux termes un peu trop complexes en une phrase. Bonzi vole tes données personnelles pour te spammer de pubs. Des espèces de pop-up qui prennent parfois la forme de messages d'erreur Windows, alertant la victime que leur adresse IP a fuité et qu'elles sont en danger. Des victimes qui étaient souvent des enfants, qui paniquaient et qui cliquaient sur la pub pour télécharger une autre arnaque de Bonzi Software. Grâce à cette stratégie, le site des frères Bonzi est devenu très populaire. Terroriser des enfants pour les inciter à installer d'autres applications, ça marche plutôt bien. Mais malheureusement, une célébrité pareille, ça entraîne forcément des problèmes. Le logiciel devenait tellement connu que la justice a fini par s'en emparer. Et au bout d'un moment, la réalité rattrape notre gorille violet. Au cours des années suivantes, Bonzi se retrouve dans deux sauces monstrueuses. La première se déroule en 2002, lorsqu'une plainte est déposée par le cabinet d'avocats Lukins et Anis. Ce procès accuse Bonzi de faire usage de publicités mensongères et agressives, une accusation qui est totalement légitime. Et pour la petite histoire, un des plaignants affirmait même que les pubs de Bonzi étaient tellement énervantes et intrusives qu'il a passé 20 minutes à caresser délicatement son ordinateur après un court moment d'impatience.
Bon, pour l'instant, les faits reprochés à la Bonzi Company sont assez solides, et les choses s'annoncent plutôt mal pour la défense, sauf que l'avocat de la partie adverse va débiter une plaidoirie digne de cet homme. Son argument est simple. Techniquement, le logiciel en fera aucune loi. Je veux dire, des pubs énervantes, ça constitue pas un crime. À partir de là, c'est fini. La défense, elle est implacable, sauf que ça ne suffira pas. Lukins et Anis trouvent une attaque implacable. Je cite. Les pop-up de Bonzi copient le style des alertes officielles de Windows. Et ça, c'est pas bien. C'est du plagiat. Et plagiat égale crime. Devant ce contre-argument en béton armé, on a exigé que la compagnie responsable de Bonzi paye une légère amende. 5 $ pour chaque pop-up diffusé. Un petit chiffre, hein, sauf si on prend en compte le fait que plus de 3 millions de pubs ont été diffusées sur plusieurs années. Ce qui représente la bagatelle de 1,5 milliard $ d'amende. Ouais, autant vous dire que la justice a très vite abandonné cette idée. Alors à la place, les juges condamnent les frères Bonzi à payer 170 000 $ en guise de dédommagement. Mais malheureusement, l'arc des procès est loin d'être fini pour Bonzi Software, parce qu'en 2004 arrive une seconde plainte. Et celle-là, elle est un peu plus technique. On accuse Bonzi de mettre en danger des enfants. Pour la faire courte, notre gorille violet collecte des données personnelles sur des mineurs de moins de 13 ans, comme leur adresse via le formulaire d'inscription pour télécharger Bonzi. Le tout sans le respect du contrôle parental. Autant vous dire que ce genre d'acte constitue un délit assez grave, et Bonzi Software sera condamné à payer 75 000 $ d'amende, ce qui nous donne 250 000 balles de perdu en 2 ans. Une somme excessivement élevée pour une petite entreprise comme la Bonzi Company. Le logiciel n'est plus rentable, et il sera fermé 1 an plus tard, en 2005. À partir de cette date, Bonzi ne représentait plus qu'un souvenir, un personnage oublié à jamais dans les limbes d'internet. Cependant, si vous êtes quelqu'un de perspicace, vous avez sûrement remarqué qu'il reste encore quelques minutes à cette vidéo, alors que notre histoire est censée toucher à sa fin. Pourquoi ? Eh bien parce que je ne vous ai pas réellement tout dit. En réalité, le lore de Bonzi s'est pas arrêté en 2005. Pour comprendre ce que je suis en train de vous raconter, permettez-moi de vous présenter une chaîne YouTube. Ok, lui c'est Joel, aka bref, on va juste l'appeler Joel. Du coup, Varkscalator est un youtubeur assez classique. Il poste ses gameplays de jeux vidéo, ses rediffusions live, mais ce qui va nous intéresser, c'est ça, The Windows Destruction, une série de vidéos avec un concept simple. Joel se rend sur d'anciennes versions de Windows avec une machine virtuelle et il infecte l'ordi avec plein de virus. Pourquoi faire ? Parce que... bref, c'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, en 2014, il publie une vidéo qui va s'avérer particulièrement importante. La destruction de Windows XP. Et là, les vrais OG se souviennent peut-être que Windows XP sort en 2001. Une date à laquelle un certain virus circulait encore sur internet. Vous le voyez venir ? Et effectivement, lors de cette vidéo, Joel décide de télécharger Bonzi Buddy sur sa machine virtuelle. Après plusieurs péripéties, dont le fait qu'il ait été redirigé vers un site pour adultes en essayant d'installer Bonzi, ouais, même moi je sais plus. Joel arrive finalement à ouvrir le logiciel, à le tester et à en faire une vidéo. Alors un soir de février 2004, il appuie sur le bouton publier de YouTube. 1, 2, 2. À cet instant, il ne le sait pas encore, mais sa vidéo va prendre une ampleur inattendue. Jusqu'à aujourd'hui, il s'agit de sa vidéo la plus regardée. Plus de 10 millions de vues et des dizaines de milliers de commentaires qui affirment tous une chose. Ils sont nostalgiques de Bonzi Buddy et de tout ce qu'il représente. L'Internet des années 2000. À partir de cet instant, on assiste à une énorme vague de nostalgie et tout s'enchaîne très vite. Quelque temps après la vidéo de Joel, un site d'archives va permettre aux internautes de télécharger une version fan-made de Bonzi Buddy, une sorte d'hommage qui permet aux internautes de tester et d'observer une relique d'internet. Plus récemment, il y a une version de 2024 qui est disponible, Bonzi réécrit, créé par Matt Creeper 7611, un logiciel totalement legit qui reproduit Bonzi aussi fidèlement que possible. Notre gorille violet revient d'entre les morts, et c'est pas terminé. Petit à petit, il s'est constitué une véritable fanbase sur Instagram ou TikTok. Il est pas rare de tomber sur ce genre de mèmes, des rêves de vieux nostalgiques ou d'énormes nerds qui vont même inspirer certains jeux vidéo. Vous vous rappelez de Kinetopet, un jeu d'horreur et d'enquête très immersif qui avait percé il y a quelques années ? Bah je pense qu'on peut clairement ressentir l'inspiration de Bonzi Buddy, un virus avec une voix toujours aussi... I'm Kinetopet. However, you can just call me Kinito. Qui vient saboter ton PC et qui, faut l'avouer, fait légèrement peur. En bref, aujourd'hui et contre toute attente, Bonzi Buddy est plus vivant que jamais. Et c'est ça que je trouve beau avec internet. C'est un des rares endroits où, après plusieurs décennies, une bande d'adultes nostalgiques décide de recréer leur ami d'enfance numérique. Un ami bizarre, parfois effrayant et surtout beaucoup trop vicieux. Mais un ami qui représente à lui seul toute une époque d'internet. Une époque où le web était imparfait, bizarrement vide, vaguement dérangeant mais surtout étrangement apaisant. Et voilà selon moi la raison pour laquelle on s'attache à Bonzi. Malgré tout ce qu'il a pu faire, le revoir nous fait du bien. Il nous rappelle ce qu'on a vécu, nos premiers instants au contact d'un ordinateur, bref, notre enfance.
Et le plus impressionnant, c'est que cette nostalgie, qu'on pourrait presque associer à une sorte de syndrome de Stockholm, elle s'applique pas qu'à Bonzi Buddy. Clippy, lui aussi, a eu droit à sa résurrection, même s'il a été universellement haï de son vivant et qu'à l'époque, tout le monde souhaitait qu'il disparaisse. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Il revient sous forme d'emoji, il apparaît dans de très nombreuses séries, et il a le droit à sa propre sculpture dans les locaux de Microsoft. Comme si, malgré toute la haine qu'il a engendrée, Internet refusait de l'oublier. Comme si on s'efforçait de le garder en vie pour qu'il devienne une sorte de relique du web. Une trace d'un passé révolu, lointain, et dans lequel beaucoup de gens aimeraient retourner. Alors, comme on ne peut pas revenir en arrière, l'option la plus simple, c'est de se noyer dans le grand océan de la nostalgie, avec comme seule bouée le souvenir réconfortant de nos premiers amis numériques.